Voici Actu Rémi, l'essentiel de l'actualité nationale et internationale. Aujourd'hui, lundi 3 août, les grands dossiers du jour touchent aux tensions militaires et diplomatiques au Moyen-Orient, à une crise migratoire qui bouscule l'Europe et à des décisions économiques qui secouent des marchés clés. Au Canada, l'actualité est dominée par des évacuations liées au feu, des enjeux de transport aérien et plusieurs dossiers judiciaires et sociaux. Géopolitique. Le président américain Donald Trump multiplie les annonces sur une suspension des frappes contre l'Iran. Mais les attaques se poursuivent malgré ces déclarations. Ces revirements s'inscrivent dans un conflit qui dure depuis 5 mois et qui a fait grimper les prix du pétrole et de biens de base. Dans ce contexte, Donald Trump affirme que la guerre menée par les États-Unis est un succès, alors même qu'un cessez-le-feu a commencé à s'effriter. De nouvelles frappes américaines ont eu lieu alors que la trêve perdait de sa solidité, alimentant l'incertitude sur la direction réelle de Washington. Donald Trump évoque maintenant de nouveaux pourparlers avec l'Iran, avec un début possible dès lundi, une annonce faite à bord d'Air Force One. Téhéran, de son côté, ne répond pas à l'idée que ces discussions seraient imminentes, alors que des annonces similaires ont déjà été suivies d'une reprise rapide des frappes. Israël dit avoir de sérieuses préoccupations face à un projet d'accord de désarmement du Hamas annoncé par Donald Trump la semaine dernière. Les services israéliens estiment que le Hamas reste déterminé à reconstruire ses capacités militaires, plutôt qu'à se démilitariser réellement. Sur le terrain à Gaza, des frappes israéliennes menées durant la nuit et jusqu'à dimanche soir ont tué au moins 17 personnes, dont des enfants. Le gouvernement israélien met ainsi en avant l'écart entre les discussions politiques et la réalité opérationnelle, au moment où la pression humanitaire reste forte. Les États-Unis et le Japon confirment une intervention conjointe sur les marchés pour soutenir le yen, un geste présenté comme rare. Après cette action, le dollar américain a nettement reculé face au yen, qui a atteint un plus haut de 3 mois. Donald Trump et le ministre japonais des Finances ont tous deux reconnu cette intervention, menée à la fin de la semaine précédente. Washington et Tokyo affirment qu'ils n'hésiteront pas à répéter des interventions conjointes si nécessaire pour stabiliser la devise japonaise. Dans l'enclave espagnole de Ceuta, l'arrivée de plus de 50 000 migrants la semaine dernière déclenche 2 jours de discussions d'urgence au sein de l'Union européenne. La crise alimente le débat européen sur la migration, avec des critiques dirigées contre le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez et ses politiques. 4 jours après les traversées depuis le Maroc, le bilan des décès continue d'augmenter et s'approche de 100. Une grande partie des personnes entrées à Ceuta sont retournées au Maroc, avec un chiffre de 48 300 retours évoqué pendant le suivi de la situation. Après le reflux, plusieurs migrants restent néanmoins dans les collines autour de la ville, tandis que d'autres se retrouvent en attente dans les rues de Ceuta. Le Maroc nie être responsable des événements à la frontière, alors que la pression politique et humanitaire se maintient côté espagnol. En Asie de l'Est, la Corée du Sud abandonne sa stratégie dite de dénucléarisation d'abord, envers la Corée du Nord. L'exigence d'une dénucléarisation immédiate comme condition prioritaire, ce qui marque un changement de doctrine. Des experts doutent toutefois que Pyongyang revienne à la table des négociations, malgré cette inflexion de la position sud-coréenne. Canada. En Colombie-Britannique, des feux de forêt forcent des milliers de personnes à quitter leur domicile, notamment dans la région du nord de l'Okanagan, près de Vernon. Des résidents disent être partis rapidement, en laissant derrière eux des biens et parfois des animaux, à cause d'un incendie qui progresse vite. Le feu près du lac Okanagan a doublé de taille, pendant que de nouvelles évacuations étaient ordonnées ailleurs dans la province. Lors d'un point de presse dimanche, le directeur des opérations de lutte contre les incendies, Cliff Chapman, a indiqué que plus de 5000 personnes ont été évacuées en 24 heures. Pour renforcer les équipes, des renforts arrivent du Mexique, de l'Alberta
et aussi de l'Australie afin d'appuyer la lutte contre les flammes. Les autorités suivent l'évolution heure par heure, alors que la fumée et la vitesse de propagation compliquent la planification des retours. Dans le transport aérien, la grève chez WestJet crée de l'incertitude dès le premier jour du mouvement. Des clients apprennent des annulations et se retrouvent sans information claire au moment de devoir reprogrammer des déplacements. Le dossier met en relief la question des démarches à faire lorsque le vol est annulé, notamment pour les réservations et les alternatives. Au Québec, une analyse électorale se penche sur un scénario précis lié à la nouvelle carte électorale. L'exercice consiste à redistribuer environ 4 millions de votes de l'élection de 2022 dans les nouvelles circonscriptions du Québec. L'objectif est de mesurer l'effet potentiel du redécoupage sur la répartition des sièges, sans changer les votes exprimés à l'époque. À Longueuil, la hausse des événements violents impliquant des adolescents préoccupe les autorités locales. Dans cette ville, l'an dernier, 20% des personnes arrêtées pour crimes violents étaient mineures. Le service de police intègre maintenant des intervenantes dont le travail vise les jeunes à risque, avant un passage vers la délinquance. L'approche met l'accent sur l'intervention précoce et l'accompagnement, au moment où des familles et des écoles réclament des réponses concrètes. Au centre du Québec, le gestionnaire du casino Abénakis de Wolinak évite la faillite dans un dossier lié à une maison de jeu non autorisée. Ofer Josh Bazov et son beau-frère obtiennent l'effacement de réclamations fiscales totalisant 65 millions de dollars. En contrepartie, un paiement de 1,5 million de dollars est prévu, ce qui met fin à une pression financière majeure sur l'entreprise concernée. Dans le secteur industriel, le tribunal administratif du travail tranche contre Béton Provincial dans un conflit lié à une usine de Saint-Eustache acquise récemment et actuellement en lock-out. Le tribunal conclut que l'entreprise a entravé le processus de négociation d'une convention collective en rencontrant des employés individuellement. Béton Provincial leur avait offert 4 000 $, sans mentionner son intention de réduire de moitié leur régime d'assurance. L'offre ne précisait pas non plus l'intention d'arrêter de contribuer à leur RER, un élément central du litige examiné par le tribunal. Science Climat. En Autriche, la ville de Poinjam, Wieselberg enregistre un nouveau record de juillet avec 40,3 degrés Celsius. Cette valeur se situe à seulement 0,2 degrés du record absolu, établi en août 2003, ce qui souligne l'intensité de la chaleur observée. Au Japon, la région d'Okinawa se prépare au typhon Dolphin, avec des vents puissants et des risques de vagues de tempête. En Corée du Sud, les autorités signalent la température la plus élevée jamais mesurée depuis le début des relevés modernes. La ville de Yongsan, au sud-est du pays, atteint 42,5 degrés Celsius dimanche après-midi, selon l'Agence météorologique nationale. Les températures dépassent 40 degrés pour un 5e jour consécutif, et les autorités demandent d'arrêter immédiatement les activités extérieures dans les zones touchées. Un avertissement vise aussi les espaces intérieurs sans climatisation, décrits comme dangereux pendant cet épisode extrême. Monde. En Inde, une partie de la jeunesse exprime sa colère contre le gouvernement de Narendra Modi, dans un climat de frustration accumulée. Parmi les griefs cités figurent l'inégalité économique qui se creuse, un chômage des jeunes élevé et une érosion des droits liés à la liberté d'expression. Le malaise est aussi alimenté par des examens divulgués, avec des trajectoires scolaires et professionnelles fragilisées pour des candidats. En Nouvelle-Zélande, une loi fait de l'anglais une langue officielle, au même rang que le maori et la langue des signes. Le texte est adopté par le Parlement et devient loi le 30 juillet. La mesure est tournée en dérision par des linguistes et des experts juridiques, qui la jugent inutile alors que 95% de la population parle déjà anglais. Une députée maori
a dénoncé publiquement une démarche qualifiée de pathétique dans un débat devenu très visible. En Pologne, le Premier ministre Donald Tusk prend position face à une montée de la violence visant des Ukrainiens réfugiés. Le pays observe une hausse du sentiment anti-ukrainien, avec de nombreuses attaques recensées contre des personnes ayant fui la guerre en Ukraine. Donald Tusk met en garde contre les risques liés à la Russie, tout en appelant à faire cesser les agressions. L'enjeu devient politique et sécuritaire, alors que la protection des réfugiés occupe une place croissante dans le débat public. Au Brésil, le Parti des travailleurs endosse officiellement Luiz Inácio Lula da Silva pour l'élection d'octobre. Le président, âgé de 80 ans, lance ainsi sa candidature pour un 4e mandat. Lula affirme être en grande forme, au moment où il fait face à une pression accrue de dirigeants étrangers, selon l'entourage politique évoqué. Économie. Sur les marchés des matières premières et des devises, l'or s'établit à 4 060 $ américains, en hausse de 0,4% sur 24 heures. L'argent se négocie à 58 $ américains, en hausse de 1,3% sur la même période. Le Bitcoin évolue à 62 521, en baisse. Le dollar canadien s'échange à 0,712 $ américains. Capital One justifie la fermeture de plus de 300 comptes liés à l'organisation Trump, une décision prise en 2021. La banque affirme avoir agi après un examen interne lié à des préoccupations de blanchiment d'argent. Il s'agit de la première fois qu'une banque relie formellement des inquiétudes de blanchiment à l'entreprise familiale de Donald Trump. Le dossier met en lumière la relation entre institutions financières et risque de conformité dans un contexte où les banques documentent leur décision de fermeture de compte. En Europe, la révision du système d'échange de quotas d'émissions, l'ETS, est présentée comme une opportunité pour le secteur maritime. La proposition de la Commission européenne vise un cadre où le prix du carbone soutient la transition, plutôt que de freiner le transport maritime. L'enjeu touche aussi la compétitivité industrielle de l'Europe, ainsi que la connectivité des régions, y compris les régions ultrapériphériques. L'orientation mise de l'avant cherche à concilier décarbonation et maintien des liaisons, un point sensible pour les itinéraires et les chaînes logistiques. Le secteur des croisières, par la voie de son association internationale, insiste sur un mécanisme qui finance la transition sans affaiblir l'activité. Le débat s'installe autour d'un équilibre entre contraintes climatiques, coûts opérationnels et capacité d'investissement du maritime européen. À savoir aujourd'hui, le 3 août 1492, Christophe Colomb quitte Palos de la Frontera en Espagne pour son premier voyage transatlantique. Le 3 août 1981, les contrôleurs aériens américains de la PATCO déclenchent une grève, suivie d'un vaste licenciement ordonné par Ronald Reagan. C'était Actu Rémi. Plus d'actualités sur acturemi.news.